Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Regard Humanitaire. Au sommet de cette édition, crise humanitaire, déplacement massif et violence armée. La situation humanitaire continue de se dégrader en Haïti, marquée par une intensification des violences armées et des déplacements de population. Près de 1,5 million de personnes ont déjà fui leur domicile, selon les dernières estimations de l'Agence des Nations Unies chargée de coordonner la réponse humanitaire internationale en cas de crise. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de nouvelles vagues de déplacements sont enregistrées, notamment après des attaques à Cité-Soleil, poussant des familles vers des sites précaires comme Carrefour-Trois-Mains. Réponse humanitaire et initiatives institutionnelles. Face à cette crise, plusieurs réponses sont en cours. Le mécanisme CLM a repris ses activités pour améliorer le suivi des services destinés aux personnes vivant avec le VIH dans 40 institutions. Le gouvernement a également lancé un programme de financement de projets environnementaux en faveur des jeunes et des communautés. Par ailleurs, l'Union européenne annonce 340 millions d'euros pour soutenir le développement en Haïti dans des secteurs clés comme l'éducation, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Société, culture et initiatives communautaires, malgré la crise des initiatives sociales et culturelles se poursuivent. La Journée internationale des infirmières a rappelé le rôle essentiel du personnel soignant. La Journée des familles a également été célébrée à Pétionville autour des enjeux d'inégalité et de bien-être de l'enfant. Développement de ce titre dans un instant. Salut à tous et à toutes, bienvenue au développement de ce journal consacré aux activités humanitaires en Haïti et à l'étranger. Nous l'avions annoncé en titre, la crise des déplacements internes continue de s'aggraver en Haïti. Selon les dernières estimations humanitaires, près de 1,5 million de personnes ont déjà été contraintes de fuir leur maison à cause de la violence armée et de l'effondrement des conditions de sécurité. Derrière ces chiffres alarmants, des milliers de familles vivent aujourd'hui dans des camps de fortune, souvent sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé ou à des conditions minimales de dignité humaine. Parmi elles, Marguerite Dorvilus, ancienne résidente de Solino, elle vit désormais avec son mari et ses 5 enfants dans un site de déplacés à Delma 31. Son histoire illustre le quotidien de nombreuses femmes déplacées internes confrontées chaque jour à la peur, à la précarité et à l'incertitude. Un reportage de Mackenzie Selisma, Paudine Joseph et Luni Fontal. Route de Delma, vendredi 15 mai 2026. Sous un soleil écrasant, plusieurs dizaines de personnes envahissent les rues de la ville. Parmi elles, de nombreux déplacés internes. Marguerite qui a vécu une situation extrêmement difficile dans le camp. Et c'est pas seulement ça qui a vécu cette situation. Le cortège fait escale devant les locaux de l'ambassade du Canada en Haïti. Les manifestants veulent faire entendre leur détresse. Leur principale revendication, le rétablissement de la sécurité afin de permettre le retour des familles déplacées dans leur quartier d'origine. L'on regarde les peuples haïtiens, l'on regarde les peuples latibonites là. L'on regarde les peuples la plaine, je ne dis à la insécurité mais dans la situation là. Et nous comprenons fin et bien qui est-ce qui est vrai sur ce problème là. Au milieu de la foule, un visage attire notre attention, celui de Marguerite Dorvilus. Le regard fatigué, le visage marqué par l'épuisement. Cette mère de famille a fui Solino en novembre 2024 après l'intensification des violences armées dans la zone. Depuis, elle vit dans un site de déplacés installé à Delma 31. On a passé misère au boule caille nous Solino 24, qu'on y a la même non yo mette nous dehors, yo boule tout ça nous te gagné. Qu'on y a la même non a passé misère. Nous tente rattrapement de nous. Pour elle, participer à cette mobilisation est devenu une nécessité, car entre sa vie d'avant et ses conditions actuelles, le contraste est brutal. Oh, et pas même avec la caillou, ou dormir lovely, ou lever lovely, mais qu'on y a la même non, nous pas capable de dormir, et pour nous lever, pour nos petits épinaises, pour nos petits ravettes, toutes sortes de bagailles, rat à manger, tout ça nous possède encore, tout rat à manger. Le lendemain de la manifestation, nous retrouvons Marguerite dans le camp où elle vit désormais avec sa famille. À notre arrivée, le constat est alarmant. Mode de vie pas moi mais façon ma vivre c'est quatre côtés. Mes côtés mieux. Et tandis que l'aime de la caille moins, nous t'a vivre dans 5 chambres caille moins, nous t'es à l'aise.
Dans ce site aménagé à l'école communautaire Pierre Labitrie, près de 3000 personnes survivent dans des conditions extrêmement précaires. Enfants, femmes enceintes, personnes âgées, tous partagent le même espace réduit. Nous vivons de façon, l'autre monde vivons de l'autre façon, et puis nous pas vivre même gens, et puis qu'on a vivre ensemble, et puis sortir gagner monde là, il y a la belle étoile qui dormi, qu'on pas qu'on habitué. Bon, vivre là, il est un peu difficile pour les gens qui vivent dans le temps l'habitude. Le manque d'eau potable, l'insuffisance alimentaire, l'absence d'infrastructures sanitaires et la promiscuité rendent le quotidien particulièrement difficile. Même dormir devient un combat. Tout ça, c'est Ravette qui mange. Si l'espace n'est pas noir, ou te ouais comment y a marché en l'air comme ça. Ça les allergie avec, c'est Ravette qui fait figure comme ça. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas sentir ma vivre. Marguerite partage un petit espace avec son mari et leurs 5 enfants. Chaque nuit, la famille tente de trouver un peu de repos dans des conditions éprouvantes. Nous venons là, nous coincés, nous ne pouvons pas dormir, nous avons des séries de bêtes qui mordent nous. Bon, ce n'est pas bon pour moi-même. Pour survivre, Marguerite improvise un petit commerce, mais les revenus restent insuffisants pour répondre aux besoins essentiels de sa famille. Bon, ça c'est l'huile. On a la même nom qu'on a acheté $960, $950 qu'on a la même nom, les monté $1100. On a la même nom et là donne bail, me fond de l'eau c'est le bail ti moun yo, mais mon besoin le faire c'est la donne pour me payer, pas capable. Son mari Bertoni Saint-Jean peine lui aussi à cacher son inquiétude face à la dégradation des conditions de vie de sa famille. Nous là, je nous joignons pas, nous bon Dieu aide nous joignons pas, nous prenons. Je nous pas joindre nous était comme ça. Par un travail, on pas faire rien. Leur lever sur 11 ans, mes amis en bon bagage. On vit 6 ans, il va bon bagage. On était comme ça. Dans le temps, plusieurs déplacés dénoncent également le manque d'assistance humanitaire. Beaucoup disent se sentir oubliés. Tout l'autre camp, manger, autant de faire manger, nous-mêmes nous pas de bagage comme ça. Les autres récits pour tout manger dans bokit, discussion pété, gourmet pété, yo campé. Nous vivons comme ça. Avec des sous-jours, là c'est sous-jours, nous pas nous rester. Malgré tout, Marguerite refuse de céder au désespoir. Elle garde l'espoir de pouvoir un jour retrouver sa vie normale. Mais elle appelle surtout les autorités et les partenaires humanitaires à agir rapidement. Vision pas moi-même et la caille moi. L'aime la caille moi, m't'a senti m'pi bien, m't'a senti vivre. Parce que même les petites moi pas à manger, même les on de l'eau sel, m't'a bouilli ba li on soupe, il t'a manger puis m't'a voyer l'école. Comme Marguerite Dorvilus, près de 1,5 million de personnes déplacées vivent aujourd'hui dans l'incertitude à travers le pays. Sans réponse urgente et durable, des milliers de familles risquent de sombrer davantage dans la précarité, la faim et l'abandon. Car derrière les statistiques, ce sont des vies humaines qui basculent chaque jour un peu plus dans l'oubli. C'était ce reportage de Mackenzie Selisma, Paul Dino Joseph et Luni Fontal. Face à l'augmentation continue du nombre de déplacés internes en Haïti, plusieurs organisations humanitaires alertent sur l'urgence de renforcer l'assistance aux familles vivant dans les camps, notamment en matière de sécurité d'alimentation, d'eau potable et de protection des femmes et des enfants. La crise humanitaire continue de s'aggraver dans la zone métropolitaine du Port-au-Prince. À la suite des récentes attaques armées à Cité-Soleil, des milliers de familles ont été contraintes de fuir leur maison dans la panique, abandonnant derrière elles leurs biens, leurs repères. Et parfois, des poches dont elles sont toujours sans nouvelles. Beaucoup trouvent refuge dans des sites improvisés, notamment à Carrefour-Toimin, devenu ces derniers jours l'un des principaux points de concentration des déplacés internes. Sur place, les conditions de vie restent extrêmement précaires. Reportage de Mackenzie Selisma, Paul Dino Joseph et Fred Destin. Carrefour-Toimin. Cette intersection entre Delma, Cité-Soleil et Tabar est devenue l'un des épicentres de la crise humanitaire actuelle. Depuis plusieurs jours, des familles déplacées y affluent massivement pour trouver refuge. Les récentes offensives armées à Cité-Soleil ont provoqué un nouveau mouvement de fuite de la population civile. Pillage,
Incendies de maisons, tirs nourris. Des milliers de personnes ont dû abandonner leur quartier dans l'urgence. À Carrefour Trois-Mains, les déplacés tentent désormais de survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Quelques bâches, des morceaux de tissu ou de carton servent d'abri de fortune. Sous un soleil écrasant, hommes, femmes et enfants cherchent un espace pour se protéger. Certains s'abritent le long du mur de clôture de l'aéroport international Toussaint Louverture. Nous avons un côté pour nous dormir, puis le petit monde hier soir, nous avons misère passer là pour dormir. Cette jeune femme peine encore à réaliser ce qu'elle vit actuellement. Comme beaucoup d'autres déplacés, elle lance un appel à l'aide. Là depuis dimanche, on va sauver, demander pour l'État, font bagaille pour nous, bah nous pour là, au son temps pour lever nous à terre. Face à l'urgence, des volontaires tentent de s'organiser, comme ce jeune agent de protection sociale formé par l'Association des volontaires pour le service international AVSI. Aujourd'hui, il coordonne certaines actions d'assistance auprès des déplacés. L'espace là, il dit qu'on nous pas arrêter là tout le temps parce que c'est sur commissariat qui est là. Mais qu'on il faut dirigeant répondre avec besoin chacun de nous qui est là parce que nous avons circonstances catastrophes parce que nous pas de l'eau potable, nous pas manger, nous pas abri provisoire parce que sont connaît la mouiller petit bébé, femme enceinte, monde qui malade. Nous pas jouer l'assistance de eux-mêmes. Dans le site, l'accès à l'eau devient l'une des principales préoccupations. En attendant l'aide promise par les autorités et les organisations humanitaires, des citoyens se mobilisent pour acheter des camions-citernes. Par rapport à nous connaissons l'importance de l'eau, nous sommes obligés de contribuer nous-mêmes. Nous contribuons à acheter un camion de l'eau là. Mais ce n'est pas là nous avons de la gueule parce que c'est nous nettoyer bon sous place là si nous bien gardé nous état place là. On filmer on après gens nous baigner dans situation compliquée dans nous. L'eau est ensuite déversée dans ce bassin improvisé au milieu du site. Pour plusieurs déplacés, c'est parfois la première possibilité de se laver après plusieurs jours passés dans la rue. Ah mais nous jeunes nous servir. Nous servir avec l'utile nous. Nous même boire nous boire. Nous ba l'autre nous boire nous boire le salé. Ah moi bien dans mitalariat c'est bat qu'on habitué faire ça. Ça fait une cause bien bien. Parmi les déplacés, cette jeune mère de 3 enfants vit de l'angoisse. Depuis le début des affrontements, le 8 mai dernier, elle est sans nouvelles de son mari. M'a dormi toi-même au commissariat à 3 petits moun sa yo. Bon m'pa prendre nouvelle li depuis jour, m'rele m'ba jeune, m'pa konn comment le passer, m'pa ka di rien. Nous ka vivre même côté depuis jour incident, m'pa attendre nous chaque fois bon. Livrée à elle-même, elle tente malgré tout de protéger ses enfants dans un environnement marqué par la peur, la faim et l'incertitude. Comme beaucoup ici, elle espère pouvoir quitter rapidement ce site devenu synonyme de survie. N'a mal vu, vous connaissez comment bagay yo nous coucher à terre sur un vieux carton, nous pas même guetan pour rien, là nous t'a quitter zone non seulement ici moun yo m'tan ni point. Même mon morceau de drame bagay pour me couvrir. Bagay yo a mal passé. M'ta mais pour l'état di un mot pour nous pour gain sécurité dans pays et puis pour nous vivre bien. Jean nous ta doit vivre. À Carrefour Trois-Mains, la détresse des déplacés continue de s'aggraver au fil des jours. Malgré certaines interventions d'urgence, l'assistance reste largement insuffisante face à l'ampleur des besoins. Pendant ce temps, des milliers de familles continuent de fuir les violences dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, mais aussi dans certaines régions du Bas-Artibonite et du Bas-Plateau central. Sous le regard impuissant des populations, la crise humanitaire s'étend un peu plus chaque jour. Les organisations humanitaires continuent d'alerter sur la situation des déplacés internes en Haïti confrontés à un manque croissant d'eau potable, de nourriture, d'abri et de protection. Selon plusieurs acteurs de terrain, une réponse plus rapide et coordonnée demeure indispensable pour éviter
une aggravation de la crise dans les sites de déplacés. De nouveaux affrontements dans le nord de Port-au-Prince ont provoqué le déplacement de plus de 5300 personnes en 3 jours. MSF a évacué son personnel après avoir pris en charge des blessés par balle. L'organisation Médecins sans frontières, MSF, a annoncé en début de semaine dernière la suspension de ses activités à Cité-Soleil à raison de la violence extrême des groupes armés. Cette décision vise à garantir la sécurité des patients ainsi que celle du personnel médical. MSF indique avoir été contrainte d'interrompre ses soins d'urgence car il est devenu impossible de travailler au milieu des tirs croisés entre groupes armés, mettant en danger la vie des soignants comme celle des civils. Il était concevable que nos équipes et les civils se retrouvent victimes de ces affrontements, a déclaré Davina Hulse, chef de mission de MSF en Haïti. Selon l'organisation, aucun hôpital n'est actuellement opérationnel au nord de Cité-Soleil. Attaque armée dans l'Artibonite attribuée à des groupes armés avec morts, blessés, déplacement de population. Dans l'Artibonite, une attaque armée attribuée au groupe Grand Griffe avec le soutien du groupe Korat Sans a été signalée les 8 et 9 mai dans le département, notamment de la localité de Robert, 4e section communale de Saint-Marc. Le bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts, 9 blessés par balle, 7 motocyclettes emportées et 3 autres incendiées. Par ailleurs, une autre attaque aurait visé un groupe d'autodéfense dans la localité de Barrage, situé dans la 3e section communale de Marchand-des-Salines, provoquant des mouvements de population ainsi que des morts et des blessés dont le nombre reste non confirmé. Relance du mécanisme CLM pour le suivi des services aux personnes vivant avec le VIH dans 40 institutions. Après plus d'1 an d'arrêt lié au gel des financements étrangers, le mécanisme de surveillance dirigé par la communauté, connu sous le nom de CLM, relance ses activités en Haïti. Début mai 2026, une trentaine de coordonnateurs, moniteurs et assistants de données réunis en présentiel et en ligne ont suivi une formation d'une journée autour d'une nouvelle plateforme de collecte de données. Supportée par la Fondation américaine pour la recherche sur le sida AMFAR dans le cadre du projet VIVE, cette approche stratégique devra permettre de surveiller de près les services offerts aux personnes vivant avec le VIH dans 40 institutions réparties à travers 6 départements géographiques du pays. Le point avec Picard Emmanuel Deravine et Regalé Joseph. Le projet CLM reprend ses activités après plusieurs mois d'interruption causées par le manque de financement. À Port-au-Prince en présentiel et dans les autres départements concernés en ligne, des coordonnateurs, des moniteurs et des assistants de données ont suivi une séance de formation sur une nouvelle plateforme numérique de collecte de données. Joanne Isidore Hippolyte est la responsable de données au CLM. L'activité aujourd'hui fait suite à une série d'activités qui rentrent dans le cadre d'un financement de projet CLM qui pourra aider CLM à monitorer 40 institutions sur 6 départements. Donc, aujourd'hui, nous là pour nous faire un recyclage pour l'équipe terrain par rapport à nouvelles plateformes que nous avons pour utiliser. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif et faute de moyens insuffisants, les responsables du programme ont choisi un système plus accessible et moins coûteux. Ce système facilite désormais le traitement et l'analyse des données collectées sur le terrain. Par rapport au financement qui baissait, plateforme que nous avons utilisée pour nous collecter données et CLM, n'y vient pas qu'à utiliser encore parce que c'est une plateforme payante. Donc c'était près de $3,000 américains qui ont payé par année. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est capable de permettre que moniteurs continuent à monitorer. Pour certains coordonnateurs de sites, le changement de plateforme nécessite une nouvelle adaptation. Je trouve très important aujourd'hui avant de participer à l'atelier parce que nous avons changé de plateforme et présence est très important pour nous familiariser nous avec une nouvelle plateforme que nous allons utiliser dans le cadre de collecte de données sur le terrain pendant la période. D'autres estiment toutefois que cet outil facilitera un meilleur travail d'observation sur le terrain. Il y a des difficultés que vous rencontrez, donc c'est ça que je dis là, vous traversez qui a plus avantage, pas de grand changement, c'est pas vraiment un gros changement, c'est presque le même bagaille. Au contraire, je trouve que il y a un bagaille qui est plus clair. Lui-même tout by site sans que nous-mêmes n'avons pas besoin de rentrer sur la plateforme là. Avant ça, c'est pas comme ça quel que soit le département que lié ou tout joindre et puis au même seulement rentrer fort et donner.
En dépit de certaines contraintes logistiques et financières, les responsables du projet entendent poursuivre le suivi communautaire des services VIH dans plusieurs départements du pays. Ils espèrent ainsi bénéficier du soutien d'autres partenaires comme AMFAR afin de renforcer ce mécanisme d'observation à travers les autres départements. L'objectif reste le même, contribuer à l'amélioration de la qualité des services et des soins offerts aux personnes vivant avec le VIH. Le gouvernement haïtien a procédé le mercredi 13 mai 2026 au lancement officiel du programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes, PAIEC, ainsi qu'à la phase opérationnelle 8 du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMF-FEM. Cette initiative du ministère de l'Environnement vise à promouvoir une gouvernance écologique participative et à renforcer les initiatives communautaires durables à travers le pays. Le programme prévoit le financement de 30 projets environnementaux à fort impact à raison de 3 projets par département avec des subventions variant entre de 250 000 et 1 million de gouttes. Ces financements devraient notamment encourager l'entrepreneuriat vert, promouvoir des solutions innovantes face aux défis climatiques et environnementaux tout en favorisant la création d'emplois durables pour les jeunes. 340 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe de l'Union européenne disponible pour des projets de développement en Haïti. Une annonce faite en début mai par la chef de la délégation de l'Union européenne, Hélène Ross. Ces financements seront orientés vers plusieurs domaines prioritaires, notamment l'éducation, les infrastructures, l'agriculture et la lutte contre l'insécurité alimentaire, entre autres. Selon Hélène Ross, ce soutien financier vise à redessiner les contours de l'aide humanitaire et du développement sur le terrain en Haïti. La chef de la délégation de l'Union européenne se confiait à Aurélie Joseph et Pauline Joseph. On a des conventions de financement qui nous engagent jusqu'à 2028 ici. Ces domaines, vous savez que l'Union européenne agit en soutien pour le développement des infrastructures. Donc on continue. J'ai signé il y a quelques semaines, par exemple, un nouveau contrat permettant de renforcer le drainage des cailles, qui fait face régulièrement à des inondations de par sa situation topographique. C'est tout le travail qu'on continue à faire aussi sur la route de la RN3 dont on a signé aussi le contrat pour aller jusqu'à Barrière-Battant. Donc ça, ce sont des contrats qui sont signés et qui se mettent en œuvre. On agit également dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ça, c'est un travail que nous faisons conjointement avec nos partenaires des Nations Unies, mais surtout avec les agriculteurs. Les agriculteurs haïtiens, il est important que les agriculteurs haïtiens puissent aussi continuer à se développer. Et moi, j'ai rencontré des agriculteurs haïtiens qui m'expliquaient leur vision économique de leur quotidien, et avec raison. Et donc d'adapter les moyens dont on dispose au soutien à ces agriculteurs. On le fait également dans le domaine, on soutient très largement certains projets de la société civile. C'est des projets qu'on a appuyés, en particulier dans le nord aussi et dans le sud, par une plateforme qui a permis à des organisations de la société civile de bénéficier également de subventions et de réaliser elles-mêmes, les organisations haïtiennes, leurs projets. Moi, je suis persuadée que c'est le renforcement de ces partenariats par lequel passe un développement plus efficace et plus palpable aussi pour la population. Hélène Ross apporte des précisions sur ce projet en soulignant qu'à l'ère du numérique, les fausses nouvelles se propagent à une vitesse fulgurante, menaçant la cohésion sociale dans les villes de province. Face à ce phénomène, l'Union européenne, en collaboration avec la société civile, prévoit de mettre en œuvre un nouveau projet de lutte contre la désinformation. Pour son implémentation, les radios communautaires, considérées comme de véritables organes d'information au service des communautés rurales, constituent l'un des principaux alliés de ce programme médiatique. Hélène Ross, chef de la délégation de l'Union européenne, revient sur les grands axes de ce projet, toujours au micro de Aurélie Joseph et Pauline Joseph. Nous avons eu la semaine dernière une visite
de collègues de Bruxelles qui sont justement venus parler avec les différentes instances haïtiennes et la société civile aussi, pour se rendre compte aussi des besoins pour la stabilisation, pour la reconstruction. Et je crois qu'aujourd'hui, le mot c'est la stabilisation et la reconstruction et comment organiser nos actions conjointes en réponse aux besoins qui s'expriment dans ce contexte et là où, même si c'est très fragile, où il y a encore beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, que l'on puisse être en soutien total aux efforts qui sont faits par les unes et les autres ici en Haïti en ce sens. L'Union européenne se tient prête, bien sûr, à répondre à ces demandes. En amont, ce que nous faisons, c'est un travail plutôt en réponse à des demandes de la société civile sur la lutte contre la désinformation. Donc une fondation qui s'appelle Hirondelle commence aussi à travailler et j'espère qu'elle va pouvoir travailler avec chacun de vous. Et si jamais dans quelques mois elle ne travaille pas avec chacun de vous, j'espère que vous me le direz pour qu'on puisse rectifier le tir. Mais normalement c'est le sens de ce projet. Travailler avec les radios communautaires aussi. Et là aussi, toujours se placer en réponse à l'expression des... Journée internationale des infirmières. La Journée internationale des infirmières, commémorée le 12 mai dernier autour du thème « Nos infirmières, notre avenir », le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies, a servi de rappel mondial sur l'importance du rôle des personnels infirmiers dans les systèmes de santé. Mais au-delà des discours officiels, cette journée met surtout en lumière un autre visage plus discret, souvent invisible, celui de femmes et d'hommes qui, chaque jour, tiennent debout les services de santé dans des conditions parfois difficiles. En Haïti, entre insécurité, précarité et manque de moyens, ils restent en première ligne. Ils soignent, accompagnent et sauvent des vies avec dignité malgré tout. Les infirmières et sages-femmes demeurent aujourd'hui parmi les principaux piliers du système sanitaire haïtien. Lors de la célébration de la Journée internationale des infirmières le 12 mai dernier, les professionnels infirmiers ont renouvelé leur appel en faveur de meilleures conditions de travail, de meilleur accompagnement et de renforcement des investissements dans la formation du personnel soignant. Les autorités sanitaires haïtiennes ont de leur côté salué le professionnalisme et le dévouement des infirmières et infirmiers à travers le pays. Célébration à Pétionville autour du thème famille et inégalité. La Journée internationale des familles a été célébrée ce dimanche 17 mai 2026 en marquant ses 33 ans d'existence autour du thème famille, inégalité et bien-être de l'enfant. Une initiative portée par la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona. L'activité s'est déroulée à l'église en baptiste évangélique de Pétionville lors d'une cérémonie officielle instituée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à mettre en lumière l'importance fondamentale de la famille dans la société, à sensibiliser le public aux défis auxquels les familles sont confrontées et à rendre hommage à cette institution considérée comme le socle de toute communauté. Picard, Emmanuel Deravine et Mackenzie Devaris ont assisté à la cérémonie. Ils nous en font le point. Autour du thème famille, inégalité et bien-être de l'enfant, cette journée se veut un plaidoyer en faveur des valeurs familiales et une invitation à réfléchir sur les réalités sociales qui fragilisent aujourd'hui l'épanouissement des enfants au sein des foyers haïtiens. Nadège Dorville-Lorvillon a pris la parole au nom de la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona. À travers ce culte spécial organisé ce dimanche 7 mai, nous voulons rendre hommage à la famille qui constitue le socle de toute société équilibrée et la première école des valeurs humaines, morales et spirituelle. Le fondateur de l'institution, Joël Lorquet, qui a délivré l'homélie de circonstance à l'occasion de cette journée dédiée à la famille, a attiré l'attention sur les nombreuses épreuves auxquelles sont confrontées les familles haïtiennes. Insécurité, migration, manque d'encadrement et effritement des valeurs familiales. Les enfants aujourd'hui ont besoin d'un cadre familial équilibré pour grandir correctement. Un enfant a besoin d'un père qui soit présent, d'une mère responsable et d'un foyer pour bien grandir. Le leader évangélique a insisté sur l'importance des valeurs morales et spirituelles dans la construction d'une famille stable. Pour lui, les parents demeurent les premiers gardiens de valeurs comme le respect, l'honnêteté, la discipline et le vivre ensemble. Le mariage les unit, un homme et une femme, pour
pour bâtir un foyer, mais pas n'importe lequel, pour bâtir un foyer stable, un foyer équilibré, un foyer vivable. Il encourage également les jeunes à mieux se préparer à la vie familiale, rappelant que la vie de couple ne doit jamais être prise à la légère. Nous jeunes qui sont mariés besoin de préparer sérieusement le mariage avant de la lancer. Cette journée a également été l'occasion pour l'organisation chrétienne d'appui au développement des communautés vulnérables au Chadkov de sensibiliser sur l'importance de l'encadrement et de la protection des enfants, appelés eux aussi à devenir des adultes et à fonder à leur tour une famille. Charline Joseph Fontal est la présidente de l'organisation. Une société côté famille perdu toute valeur morale. Côté famille, démissionner, impact là a toujours fait tout le monde. Même si nous connaissons que la situation est vraiment difficile, qui ont toujours joué le rôle pour jouer pour accompagner les gens. Parce que si les gens disent que c'est grand monde demain, l'éducation que nous avons dans la famille, c'est eux qui vont reproduire demain. Malgré les défis sociaux, économiques et sécuritaires qui secouent le pays, la Folona croit qu'une famille unie demeure l'un des piliers essentiels pour préserver le tissu social et contribuer à la reconstruction de la société haïtienne. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et l'organisation Viva Rio Haïti entendent renforcer leur coopération autour de la jeunesse et du sport. Lors d'une rencontre entre le ministre des Sports, Pythagore Dumas, et le chef de mission de Viva Rio Haïti, Antonio González, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération haïtiano-brésilienne dans ces deux domaines. Les discussions ont notamment concerné les programmes Vision Sport 2030 et Métier Sésame PAM, considérés comme prioritaires pour l'encadrement des jeunes et le développement du sport en Haïti. Parenthèse culturelle de regard humanitaire, la cinéaste haïtienne Jessica Généus a marqué la 79e édition du Festival de Cannes avec son nouveau long-métrage Marie-Madeleine, tourné à Jacmel. Le film a présenté en grande première de la prestigieuse section Cannes Première, aborde la quête de vérité dans un monde qui force au mensonge, selon la réalisatrice. Cette sélection confirme une nouvelle fois la vitalité du cinéma haïtien sur la scène internationale. Une reconnaissance importante pour Jessica Généus qui avait déjà ému le public en 2021 avec son film Freda présenté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes. Coup d'œil dans l'actualité humanitaire internationale. Les États-Unis ont annoncé le jeudi 14 mai dernier une enveloppe additionnelle de 1,8 milliard de dollars destinée à l'aide humanitaire des Nations Unies pour l'année 2026. Ce nouveau financement porte la contribution totale américaine à 3,8 milliards de dollars, un montant toutefois inférieur au niveau enregistré avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'annonce a été faite par l'ambassadeur américain auprès de l'ONU, Mark Waltz, lors d'une conférence de presse tenue notamment en présence du chef des opérations humanitaires des Nations Unies, Tom Fletcher. Dans un contexte marqué par la réduction de l'aide extérieure américaine, Washington avait déjà conclu en décembre dernier un accord avec l'ONU portant sur un financement de 2 milliards de dollars en faveur de programmes humanitaires dans 18 pays. Face à la suspension des financements internationaux, la société civile haïtienne tente de maintenir la dynamique de ses actions en faveur de la santé et des droits humains. Ce 17 mai 2026 à Pétionville, plusieurs organisations se sont réunies autour du Comité national de plaidoyer des populations clés pour une journée de réflexion consacrée à la lutte contre la stigmatisation et la promotion de l'égalité d'accès aux soins. Une initiative qui s'inscrit dans un contexte de fortes contraintes financières et sécuritaires, mais qui traduit la volonté des acteurs concernés de renforcer leur coordination et leur engagement sur le terrain. Suivez ce papier avec la rédaction de Radio Télémoussa. C'est autour du thème au cœur de la démocratie que s'est déroulée la 17e édition de la Journée internationale de l'homophobie, la transphobie, la biphobie, IDAO.
Organisée ce 17 mai 2026 à l'hôtel El Rancho Convention Center à Pétionville, cette grande journée de réflexion est intervenue dans un contexte financier extrêmement critique, marqué par le gel et la suspension des financements internationaux. Face à cette situation, la société civile haïtienne a choisi de faire front commun à l'initiative du Comité national de plaidoyer des populations clés, CNPPCH, soutenu pour l'occasion par plusieurs partenaires et alliés stratégiques tels que la FOSREF, l'ODELPA, la Fondation Serovi, Arrowsine Rocks, le CRNCTH et autres. Cette alliance symbolique marque une étape cruciale dans la lutte contre la stigmatisation et pour l'égalité des chances. En se rassemblant ainsi, ces organisations ont lancé un signal clair. La défense des droits humains et l'accès aux soins de santé ne sauraient être dictés par des contingences économiques ou des restrictions budgétaires. L'objectif fondamental de l'activité était d'ailleurs de réaffirmer cette solidarité institutionnelle tout en consolidant les actions de terrain indispensables pour garantir une prise en charge sanitaire digne et de qualité. Au cours de leurs interventions respectives, les différents partenaires ont fermement réitéré leur engagement à poursuivre ce combat essentiel pour l'avènement d'une société exempte de toute discrimination liée à l'orientation sexuelle ou au statut sérologique des personnes. Malgré la double asphyxie générée par la crise sécuritaire et le tarissement des ressources, le CNPPCH et ses alliés refusent catégoriquement de baisser les bras, en misant de manière stratégique sur la convergence de leurs forces plutôt que sur l'isolement. Il envoie aujourd'hui un message puissant. Face à l'adversité, cette unité devient leur principale ressource pour redonner espoir à la jeunesse et poser les jalons d'une société plus juste, inclusive et sécuritaire. Ainsi s'achève ce numéro de Regard humanitaire, une édition marquée par une situation humanitaire préoccupante, mais aussi par des initiatives de réponse, des engagements institutionnels et des dynamiques culturelles qui témoignent de la résilience du pays. Une production de Radio Télémoussa avec le soutien de la Fédération des associations de médias et de journalistes pour la défense des droits humains, FAMEJOUD. Le journal est diffusé sur les ondes de Moussa FM 93.7 ainsi que sur toutes nos plateformes numériques. Il est également relayé par une trentaine de médias partenaires de la FAMEJOUD à travers le pays. Pour vous le présenter à la technique, Maken Selisma, Ogele Joseph et Max Ariwimbe. Reportage Fredjine Destin, Makele Fontal et Mackenzie Devaris. La rédaction, Picard Emmanuel Deravine et Paudino Joseph. Réalisation, Luni Fontal. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Regard humanitaire. Avant de partir, je vous annonce que la Coupe du monde de football qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 sera sur nos antennes à Radio Télémoussa et en ligne. Contactez-nous pour la promotion de tous vos produits et services. Excellente soirée à toutes et à tous.